J'ai pas de tabarouette, j'ai rempli les affaires, c'est pas trop. Je teste jamais, puis là, gars, j'ai rempli. Ben, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout à tous les semaines. Aujourd'hui, on a un invité, un drummer. Oui, mon frère va être content, hein? Tabarouette. Hey, puis, on va se jaser avec, on va prendre Vincent en premier, tiens. On te prend. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! C'est ça, on te prend à bord du train. Ouais! Ouais, monsieur. The Chichu Train. Hey, je vais revenir comme ça. Tiens. Fait que pour ceux-là qui sont nouveaux dans l'histoire de regarder notre petit podcast, eh bien, sachez que vous pouvez écrire des petits commentaires à l'intérieur de Facebook et qu'ils vont apparaître instantanément là. Alors, donc, vous pouvez poser des questions. Nous, on va les voir durant le podcast, puis ils vont apparaître là. C'est ça le principe de notre podcast. Et autre chose que je veux parler avant d'introduire notre invité, j'avais lancé un petit GoFundMe. Puis, à date, il y a juste moi qui ai mis de l'argent dedans, évidemment. Et puis, il y a juste toi qui as de l'argent. Ben non. Hey. C'est pas parce que je travaille pour le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement, j'ai de l'argent. Non, mais le principe est simple, c'est que je veux qu'on ramasse du cash, puis on va aider quelqu'un à un moment donné avec ce moton-là. On choisira la gang. On décidera c'est ce band-là qui le mérite, puis on lui donne le 5000. Ça finit là. Fait que mettez un petit 10, un petit 5, quelque chose de même, là, ou un petit 100. T'sais. Puis c'est ça, ici, là, j'ai fait le fameux, la bande qui va monter en temps réel si vous mettez de l'argent durant le podcast. On mettra pas trop de thermomètre parce qu'il faut être sous zéro de cet ici. Ouais, d'après moi. Oh là là. En tout cas, c'est ça. Le GoFundMe, le site est diffusé sur la page Facebook. Et c'est ça que je voulais dire. Alors, passons aux choses sérieuses. Ah, je vais enlever ça. Je pense que ça peut faire bizarre. Ah! Steve Martel est arrivé. Les musiciens sont tout cassés. Oui, c'est ça. Ça coûte cher, la bière. 5 piastres pour devenir 5000. Ça vaut à peine. L'invité spécial. L'invité spécial. Hello, salut Pat! Oh, attends un peu, j'ai pas de son. Comment ça, j'ai pas de son? On t'avait tantôt. Ouais, audio. T'es pas muté? Non, t'es pas muté. 1, 2 testing. On voit-tu monter les LED? Je t'ai pas. As-tu touché peut-être à tes pitons sur le côté de ton téléphone, Pat? Fermer quelque chose ou... Ben gars, on va faire de quoi? On va raccrocher, puis on va te faire raccaler. Tiens. Rappel. Ben c'est ça. Il va rappeler. Normalement, il y a du son, là. Il n'est pas supposé avoir de problème. L'invité avait son son. Tout est là. Ben, Vincent, Pat Jean, qui est Pat Jean? Tu le connais depuis longtemps? Pat Jean, non, on se connaît pas depuis longtemps, mais on communique quasiment à tous les jours. On est deux fous de drum, vraiment. Deux vrais drummesteux là, qui gossent dans le patente. Pat Jean, c'est un ami d'enfance d'un de mes vieux chums que j'ai connu au cégep à Drummondville. Mon chum Richard Godette. Donc, c'est des gars qui se connaissent depuis longtemps. Pat Jean, c'est aussi un ami de notre de notre vieille croûte de Matane. Vieille croûte. Ben, Jean-Philippe, ben oui. Okay. Ils ont fait un projet ensemble sur des pièces de Dream Theater.
Donc, si vous voulez voir des affaires tripantes, là, disons que Pat, il en a fait des affaires tripantes. Puis j'ai vu de ses vidéos dans ses premiers hommages, puis tout ça, là, avec le petit chapeau à Neil Peart, là, tout le kit. Fait que allô? c'était vrai. Bon, phew. Ça marche! Rush time. Rush time. Rush hour. La vie est un rush. Mais j'espère que ça sera pas une trilogie. Ah, ben, c'est toujours une trilogie. Alors, ben c'est ça, Vincent, il disait que tu étais un grand, quasiment un maniaque de drum, finalement. Là. Ouais. Ben, de drum et de musique à la base, c'est sûr. Très identifié à Rush, mais il n'y a pas juste ça, c'est sûr. OK. Ben, Vincent, veux-tu qu'on fasse comme d'habitude avec tout le monde? Ton influence du début, après ça, tu commences comment? C'est qui te starte? La famille, hein, l'influence familiale, tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait allumer là-dessus, là? Ah, ben c'est sûr qu'il y avait un vieux Stewart couleur psychédélique là, dans le fond de la chambre où ce que mon père il arrivait de ses gigs. Noces, party, réception, puis tout ça. Puis c'était pacté, là, écoute, avec des caisses de drum en cuir, que ça sentait le cuir. Tu sais. Fait que il avait fait ça sur mesure. Puis ça, à partir de là, je voyais mon père shiner ses cymbales, tuner son drum avec sa gig. Puis je savais pas quel impact ça allait avoir, mais je pense que ça a eu un impact. Un moment donné, j'ai voulu prendre des cours parce qu'il y a des chums qui, voulaient jouer du Maiden ou de la musique à l'époque, Motley Crue, Maiden, Ozzy, des affaires de même. Puis je savais pas vraiment jouer de drum. Fait que j'avais la misère avec le timing, le tempo. OK, comment ça marche tout ça, je savais pas. Fait que mon père voulait te le montrer, tu sais. Fait que la façon dont il voulait me le montrer, c'était comme très old school, tu sais. On commence par les pieds. Comment ça? Moi, je voulais jouer du Metallica puis du Maiden. Fait que j'ai été prendre dans le fond un cours, puis là, on m'a mis une feuille avec un métronome. Fait que là, je fais comme... non, là, c'est pas ça. Je veux pas mais ça. où la musique, là? Fait que c'est ça. C'est quand est-ce qu'on joue, là? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est dans ma personnalité qui est comme ça. Fait que c'est ça. Ça a été ça, vraiment, le déclencheur. Mais je me suis mis à écouter beaucoup. Là. 1988, c'était vraiment le big éveil. Là. Je trippais hockey quand j'étais jeune, j'étais goaler, tout ça, mais quand la musique est arrivée à 14, Metallica, c'est sûr, And Justice Fall, je m'endormais avec Black Hand dans les oreilles. J'ai écouté Presto 88, c'est sûr, mon éveil à Rush en ce temps-là, moi c'est plus Presto. Mais là, s'endormir avec Metallica, tu dois avoir des acouphènes aujourd'hui. Écoute, j'ai vu Metallica 92 là, plus tard, là, à quatrième rangée en avant, là, puis j'ai eu de la misère à reconnaître les deux premières tunes. Ça faisait... Étais-tu au stade quand ça a pété? Oui. Ouais. Fait que dans cette année-là, je les ai vus 4 fois en 1 an et demi. C'était là à tous les shows. Au Québec, quatrième rangée en avant, j'ai pogné un pic et une baguette ce soir-là. Après ça, ils s'en viennent au stade. Après ça, l'émeute. Après ça, ils reviennent 2 soirs. Et puis, j'étais là les 2 soirs. J'ai eu la chance d'avoir 2 billets. Là. Un, c'était pas supposé, mais finalement, je l'ai eu. T'sais. Wow! Ouais. Moi, j'ai cancellé parce que j'avais les billets, mon chum. Puis j'ai été obligé de canceller parce que j'ai eu un call, t'as une gig à jouer à tel bar. J'ai dit, fuck, je vais voir Metallica. Fait que j'ai donné mes billets, je les ai vendus à quelqu'un d'autre. Puis finalement, j'ai vu ça à la TV le lendemain, il y avait eu un émeute. Fait que j'étais content d'avoir fait de l'argent au lieu d'en dépenser. C'était assez débile, voir 60 000 personnes sortir en furie, là, tu sais. Puis, je veux dire, la panique était pognée, là. C'était assez incroyable, là. Ouais. Hey, je vois ta tasse, là, moi, ça me donne soif. Allez, là. T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Je sais pas si t'étais sur l'eau ou quoi que ce soit, là. On s'en est pas parlé avant. T'avais-tu le café? Non, mais je suis un gars de café. OK. Ah, moi aussi. J'adore le café. D'ailleurs, ma machine, vous pouvez la voir sur Internet. Elle n'est pas à vendre. C'est un genre de... Comment je dirais? La DeLorean de l'espresso, de la machine espresso.
Elle est tellement équipée de lumière et de bébelles dessus que on dirait le compteur de la DeLorean. DeLorean, en tout cas, on s'en fout. DeLorean. DeLorean. Bon, Ouais, Vincent, ouais. Hey Vincent, tu bois quoi, toi? Moi, tu sais bien que c'est le Québec qui est à l'honneur, hein, donc je bois la fin du monde. Ouais. Ah, Je me dis, avec l'horaire qu'on avait, tout le monde, y compris Pat, c'était pas évident de l'avoir. Fait que c'est la fin du monde. ben, On a réussi à l'avoir. c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je me suis dit, ben voyons donc, faudrait bien que je l'essaye. Ah, cool! Ben oui, la Messorem. Ouais. Fait que là, je suis tombé là-dessus. Fait que, Ah, ben c'est cool, parce que c'est l'anniversaire de la fin du monde. C'est quoi, 35 anniversaire, 35e? hey, Je pense, quelque chose comme ça. Ou 30e, ou 30e, je pense. non, essaie de pas faire de... Moi, j'ai connu ça, juste une petite parenthèse rapide de même, pendant que tu fais ton... Moi, je suis prêt. Moi. C'était au cégep à Drummondville, quand j'étais en musique puis en sonorisation. Et puis, on avait, à Drummondville, il n'y avait pas juste la musique, il y avait de la science, il y avait tout ça, mais il y avait entre autres art et danse. Donc, les filles qui allaient là, ils dansaient. Et ils dansaient pas à peu près. Et ils étaient très jolis pour la plupart. Et à un moment donné, une de ces jolies, elle arrive directement de sa ville natale, de Saint-Eustache. Et là, la jolie arrive avec un six-pack de blanche de Chambly, ma foi. Qu'est-ce que c'est, la blanche de Chambly? Ben, elle dit, ça, c'est brassé à Chambly, ça arrive ça. Elle dit, moi, je déménage de Saint-Eustache vers Chambly. Et c'est mon ami qui travaille à la brasserie qui m'en a donné un six-pack. Fait que c'est là qu'on a eu le premier contact avec Unibrou, croyez-le ou non, il y a plus de 35 ans de ça. Je te ferais bien jouer le patapich, mais là, je peux pas. Et oui, on a fait Ah l'amour. oui, je peux, bien. Je l'ai remercié pour sa bière. Ben, c'est ça. Retour. Ben là, je suis pas... Retour. Retour. Ouais. Vers le futur, Parlait de L'Oréal. On parlait de Metallica, puis on parlait... Ouais. Ben, ça veut-tu dire que Lars Ulrich, c'est ton préféré? Non. Non, mais je vois pas ça comme ça. En fait, c'est plus l'éveil musical qui s'est créé. Tu sais, je veux dire, à l'époque, c'était le top, mais il y avait pas juste le top. Là. C'est-à-dire, il y avait du Nico McBrain qui était là. Je trippais, j'étais un très grand fan de Queensryche aussi. J'adorais Scott Rockenfield. Et évidemment, Neil Peart est arrivé aussi. Fait que, tu sais, il y avait tellement d'identité chez tous les drummers à l'époque. Ben, il y en a encore aujourd'hui, mais on s'entend, là, tu sais, c'était une grosse période, ce temps-là, tu sais, puis voilà, c'est ça que ça veut dire. Pour moi, 1988, c'était vraiment la grande éveil, là, je n'écoutais que de la musique à tous les jours, tous les heures, tout le temps. Est-ce que tu avais un Walkman ou un truc Panasonic, là, avec des disques compacts? Non, ben, premier, c'était plus des cassettes, puis après ça, c'était compact 10, après ça, c'était évidemment dans les autos, puis... Beaucoup de musique en auto. J'adorais ça. Rouler avec une trame sonore, c'est magnifique. Ça transporte, hein? Veux pas la musique, là. Exact. Ouais. Aujourd'hui, on prend de l'âge, fait que ça nous transporte dans le temps, mais dans ce temps-là, c'était actuel. C'était là, maintenant, ici, là, tu sais. Ben, tu sais, on prenait tu sais, aujourd'hui, comment je pourrais dire ça? Je trouve ça, les chocs des générations, c'est incroyable. Tu sais. C'est quoi la toune que t'as écoutée? T'es écœurant, c'est quoi le titre? Je sais pas, tu sais. C'est comme, avant, on avait l'enveloppe, on avait le vinyle CD, on avait la cassette, on ouvrait ça, on checkait toutes les paroles, les textes, c'est qui a produit, on lisait tout comme, c'était culte. C'est ça. C'est ça que je disais la semaine passée à nos jeunes. C'était la semaine passée qu'on avait les jeunes? En tout cas, je lui disais la semaine passée, oui. C'était important avant. Chaque membre du groupe était important. C'était pas juste un nom de band. C'était vraiment toute la gang. Puis on checkait le drummer, puis on checkait ce qu'il y avait comme équipement, puis on checkait tout. Tu sais. Ça, aujourd'hui, c'est plus même Simon Phillips en parlait de ça au niveau du son. Tu sais, puis je donne entièrement raison. C'était... Tu
aujourd'hui, tout est compressé, tout est mis dans une boîte, c'est un moule, puis paye sur record. Et là, je généralise, prenez-moi pas tout au mot, mais je fais vraiment un topo général. C'est-à-dire, c'est comme, j'ai peut-être pas les termes exacts, mais tout est un peu computé partout, equalisé. Fait que ce qui fait que c'est comme l'identité du son se perd. Moi, j'ai de la misère à écouter des nouveaux albums des fois parce que je trouve le band bon. Mais je suis drummer. Fait que c'est comme. Je préfère retourner à la musique quand Je te c'était. dirais peut-être, admettons, si tu regardes le son de drum, admettons, Nickelback, c'est un sample, c'est évident, là, c'est du sample. Il arrive n'importe où, lui, là, puis il y a tout le temps le même maudit son, là. Il tombera pas sur un drum à un moment donné qu'il est mal tuné, là. C'est même pas un vrai son, tu sais. Ben oui, c'est un vrai, mais en tout cas. C'est ça. Tu sais, quand on prend l'opposé, parce que c'est sûr que mon école, mes références sont souvent là, mais tu sais, c'était des gars il y avait le temps, il y avait du budget, il y avait du temps de studio, mais tu sais, comme Tom Sawyer a été enregistré ça il a pris 1 semaine et demie, il l'a enregistré, là. Il a pas passé juste 2 heures par jour à enregistrer ça, là. Puis si on l'écoute, il n'y a pas de silence dans la toune. Fait que c'est one take, là. Ouais, c'est ça, je voulais te demander, c'est-tu vraiment one take ou c'est edit? Parce qu'André Perré, le studio, il était top-notch, il était capable de le faire, là. Selon les lectures que j'ai faites, ça serait du one take. Parce qu'il a travaillé à presque 10 heures par jour pour la faire. Et Neil était très perfectionniste. Donc, c'était chaque note, chaque détail. Si on écoute toutes les nuances du hi-hat au début, les subtilités qu'il y a là, c'est comme... ça prend un certain... un certain bon nombre d'années pour arriver à jouer ça avec les techniques du temps et l'époque, là, au niveau du gear aussi. Mais chapeau, la technique qu'il n'y avait pas encore à cette époque-là. Hein, il était naturel à cette époque-là. Il n'y avait pas du tout d'autres influences de professeurs. Il avait tout appris ça lui-même, j'imagine. Ben, c'est ça. Ça se fait un peu, il y avait avec son premier prof, Don George, mais si on prend Steve Smith, il a mentionné qu'avec son premier prof, il avait appris des techniques de maintien de baguette et tout. Puis, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, il y a un certain courant de pensée qui s'est bifurqué après un peu l'époque du swing music. Parce que, si on parle de le jazz fusion est arrivé, exemple, le funk est arrivé. Fait que c'est sûr que d'apprendre les techniques du old school sont plus longues en termes de je vais obtenir le résultat, mais en termes de fluidité ou de relaxation ou de travailler les fulcrums, les balanciers, ben c'est quelque chose qui vient même du militaire. Fait que Steve Smith a dit, quand je suis revenu, Neil est allé avec Freddie Gruber, Steve Smith est allé, c'est comme, je suis retourné à ce que mon premier professeur m'avait montré en réalité. D'où mon père, quand il dit, commence par les pieds, parce que les mains puis les pieds, il faut que ça suive ensemble, comme un boxeur. Entraîne tes pieds à danser. C'est ça, exact. C'est comme, j'en parle souvent dans mes coachings, ces affaires-là. Mais oui, maintenant, moi aussi, je voulais aller vers un peu le plus rapide. Go, on veut jouer la tune, puis c'est tout. Puis c'est bien correct. Fait que Neil, il jouait un petit peu plus saccadé. Mais il jouait bien pareil. Si on écoute Moving Picture, ça sonne. Puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles d'avoir vu l'entrevue où il parlait de la Villa Strangiato, que c'était un cauchemar enregistré parce que la pièce est longue. Puis ils l'ont pas repris, celle-là. Ils l'ont fait toute d'un bout, là. Ils l'ont fait en 3 sections. C'est ça. 3 sections. Parce qu'ils n'étaient même pas sûrs d'être capables de la jouer en spectacle live one take. Ils trouvaient ça, même eux autres, trop difficile. C'est vrai, ça. C'est 3 sections. Oui, t'as raison. 3 sections. Recordé en 3 sections. Je veux juste rappeler aux gens qu'on parle beaucoup de Rush parce que t'as un band hommage à Rush. Ça fait depuis combien de temps que t'as ça, ce band-là? Ben, en fait, la trilogie est arrivée en 2023. Fait que, tu sais, c'est comme la croisée des chemins. J'ai vu Mathieu Gosselin chez Home Depot. J'étais sur un contrat, une job, comme on dit. Fait que là, lui, il venait chercher d'autres choses. Hey, salut! Ça faisait comme 10 ans qu'on s'était pas nécessairement croisés. Mais moi, Mathieu, on avait déjà joué avant dans un projet qui s'appelait The Camera Eye à l'époque. C'était Rush aussi. Ça, c'est hommage à Rush. Donc, mais moi, c'est depuis 2000,
à peu près que j'ai décidé de vouloir faire quelque chose avec ça. Neil, il revenait pas. Il était pas revenu, je veux dire. Ouais. Je voyais un peu la continuité. Il faut faire quelque chose. Ici au Canada, il n'y avait pas. Je voulais faire un projet d'envergure. Fait que, tu sais, puis en même temps, j'apprenais à jouer du drum avec tout ce qui est technique, Freddie Gruber et tout ça. Fait que j'ai dit, je vais mettre un projet. Puis je trouvais que ça me motivait d'avoir un projet. Pas de projet, je trouvais que ça me motivait pas. Donc là, j'avais un but, j'avais un objectif de faire ça, puis de construire le kit à l'époque, tout monter ça, puis là, c'était passionnant, tu sais. Mais après ça, ça a pris 10 ans quand même, là, tu sais, réaliser les premiers spectacles pour dire, j'ai joué avec Mathieu puis Paul-André, guitariste à l'époque, puis là, on avait fait une clinique de batterie, c'était notre premier show, j'avais présenté ma deuxième réplique avec Mapex, il m'avait aidé dans ce projet-là. Puis après ça, en 2012, là, ça avait arrêté. Il y avait des choses qui n'étaient pas prêtes, tout simplement. Puis en 2023, les chemins se sont croisés. Puis depuis ce temps-là, la chimie est bonne pour tout le monde. Avec Luc, c'est super génial. Fait qu'on monte, on se donne des challenges. On essaie de pousser ça puis de s'améliorer, dans le fond, à chaque show. C'est ça qui est cool. On progresse vraiment à chaque show. Ça lève toujours d'un cran, tu sais. Parce que là, vous pas que vous changez de créneau, mais de ce que tu m'en disais, vous retournez un petit peu plus loin dans le temps, là, cette fois-là, avec le nouveau show, là. Oui, c'est ça. En fait, il y a une thématique de départ dans la trilogie, c'est que c'est pas moi qui est lead du projet. Avant, dans Camera, c'était plus moi qui est arrivé l'initiateur de tout ça, puis à un moment donné, je trouvais Mathieu, puis là, je voyais, excusez l'expression, mais la bébite, la pieuvre qui peut tout faire à la Guédélie. Je me dis, my God, c'est incroyable. Que ce soit les mini-moogs, les pédales, la programmation, trouver les sons. Juste dans mon solo de drum, il a fait le son de brass de tout ça. C'est à s'y méprendre tellement que c'est celui qui parfait. Ouais, c'est il moi fait qui les joue, hits mais là, de Big Band avec ça, hein? En fait, c'est lui qui les a programmés, c'est lui qui les a fait, les sons, puis il l'a mis dans des samplings, dans le fond, puis ils sont attitrés à des pads, puis là, ils sont déclenchés par pédale au plancher, pied gauche, et deux pads, en fait, un à droite, puis un à gauche. Fait qu'il fait vraiment le solo show à fans, il est basé comme ça. Puis moi, je voulais le reproduire, ce solo-là. Fait que, parce que, tu sais, dans le fond, il fait beaucoup de coups simples. Fait que quand il fait des triolets, c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, mais l'accent est à toutes les trois pareil. Fait qu'il en met un sur un bord, puis il en met un sur l'autre. C'est ça, exact, ouais. Il partage la job entre ses deux côtés, dans le fond. C'est ça, mais le fait, c'est on pense que c'est juste fait avec des pads, mais en fait, c'est le pied gauche qui vient frapper avec la cymbale. C'est ça qui est touché. C'est pas très visible dans les tu veux dire le pum-pum qu'il fait? Oui, c'est une autre partie, mais dans la section des brasses à la fin, quand ça fait il y a des pads qui sont déclenchés, mais vers la fin, là, il y a un échange pad avec la cymbale. Après ça, tu s'en vas de l'autre côté faire la pied gauche avec la cymbale qui donne des brasses. Donc, c'est cool, ça. C'est un beau défi, honnêtement. Oui, c'est trippant. Parce que dans ce que tu faisais, c'était récent. Là, je veux dire, il y en avait de la technologie dans les derniers shows. Là, tu sais, veux pas, mais ça doit être différent parce que là, tu as des vrais pads Simmons là, de ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. On retourne dans une thématique plus 1985. En fait, on recrée 86. C'était pas l'Octapad qu'il y avait? Non. Non? Non. Il y avait un cap pour les maillets à un moment donné. Hein? C'est un mallet 4, c'est un xylophone électronique, si on veut, un marimba électronique. Hey, je connais quelqu'un qui en a un à vendre si t'en veux un. Là, j'en ai déjà un. T'en as déjà un? Si t'as besoin d'un backup, tu me le diras, j'ai quelqu'un qui en vend un. Ouais. OK. Oui, c'est ça. Mathieu a proposé comme concept de revenir avec dans le fond, une thématique Rush Marion. Donc, c'est vraiment cool parce que Rush avait fait ça à l'époque. Puis, écoute, on entend des bootlegs, le monde, ça crie. Là, c'est incroyable comment que les gens ont aimé ça. Ouais. Et les fans viennent nous voir. Puis là, ils disent hey, j'étais là, ce show-là. C'est le premier show de Rush que j'ai vu. Puis, c'était vraiment cool. Fait que j'ai beaucoup aimé l'idée de ce concept-là, même s'il n'y a pas de DVD ou il n'y a pas de. Ça nous permet de faire quelque chose de complètement différent que les autres hommages ont pu faire, mettons. Et puis, en même temps, là, j'avais déjà un Tama Superstar 1982 ici, j'avais comme ramassé. Et là, j'avais déjà l'idée de faire des productions vidéo avec ça. Et puis, un jour, j'ai dit, je vais le remonter, je vais le refaire. Puis, tu sais, d'aller chercher le plus intégral possible.
Et là, j'ai embarqué dans la thématique Power Window. Et là, ben, je suis en train de le refaire. J'ai trouvé les Simons, les Zildjian de l'époque pour le kit électronique. Je vais rester avec les Paragon en avant parce que c'est des raisons budgétaires, parce que j'ai investi dans beaucoup de choses cette année. Mm-hmm. Après ça, le drum, je l'ai fait rapper rouge pour aller chercher le Candy Red. Il est presque Candy Red, on s'entend. Là. C'est toujours faire des compromis entre le budgétaire et l'artistique. Parce que c'est ça, c'est un peu artiste, mais maintenant, j'ai pas d'argent de m'acheter un drum à chaque tournée, là, si on va. C'était un drum qui est un peu un décor aussi en même temps, tu sais. Ben, c'est sûr que ça fait partie du show. Neil a toujours été... Tu sais, je dis toujours, j'ai un superstar. Neil a joué qu'un superstar, mais il a jamais voulu être une superstar, tu sais. Non, ouais, c'est ça, c'était pas son but, hein. Non. Mais ça fait partie du show, c'est pour ça qu'il est dans sa bulle, puis il sait qu'il a le spot sur lui, mais tu sais, il fait attention à ses amis. Puis il respecte ça. Puis je pense qu'il a toujours voulu rester artiste là-dedans et non pas rockstar. C'est la nuance. Ouais. Puis ben c'est ça. En fait, je me suis mis à redesigner le kit et à dire, OK, moi, je fais un voyage dans le temps aussi en tant qu'artiste parce que je sais pas connu cette époque-là. Mais mon challenge, c'est de le faire Sonicom. Donc, même si c'est pour le look, moi, c'est la musique puis c'est le son qui m'intéresse. Fait que oui, les pads Simon, c'est vraiment cool. Je me mets vraiment dans le mode 1985. C'est trippant. Ça fait pack. C'est raide comme tout. Ouais. Mais quand tu utilises le rebond, ben tu te bats pas contre. C'est ça qui est le fun. C'est du boulot, hein. Fait que ça a bien du rebond. C'est pas comme l'érable qui est plus large, le bois est plus dur un peu, mais je veux dire, le son est plus rond sur de l'érable. Mais toi, tu avais besoin d'un drum qui était très focusé, précis, parce que c'est ça que l'époque demandait aussi. Ouais, puis là, ben, tu sais, je viens avec les Concertums. C'est une première pour moi de faire ça parce que là, je découvre comment il faisait ses choses avant, comment il tunait son drum à l'époque pour avoir le même tuning. Donc, après ça, c'est où qu'il frappe. Si j'écoute que ce soit Tom Sawyer ou je vais écouter Big Money ou je vais écouter rapidement comme ça Territories, c'est où? C'est où qu'ils frappent, à quel endroit, tu sais. Fait que là, il faut que tu les découvres. Parce que moi, j'ai été beaucoup avec le drum Apex que j'ai, qui est l'imitation du DW qu'il y avait, avec la nouvelle configuration après avoir été étudié avec Freddie Gruber, qui en ont fait une version plus compacte pour mettre la ride plus en avant, pour que ça soit plus ergonomique. Tu sais, c'est comme on roule la moto, mais on roule la main, mais on roule pas la main sur le côté. Non, c'est ça. Tu sais, fait que là, je me retrouve à dire, OK, là, il faut que je revienne un petit peu comme il était. C'est le compromis. C'est vraiment pas confortable. Non, c'est ça. Mais c'est pas si pire quand même, mais c'est pas confortable. Faut que je me tourne le tronc comme lui avait. Ouais. Mais lors du passage avec le DW, Freddy, là, t'as une posture vraiment qui est plus en avant. Il n'y a pas de tension dans les épaules, puis tout est placé, là. Fait que, mais en même temps, il y a plus de 6 pouces, là. Il n'y a plus de Concertone 12. Fait qu'il y a un chop 2 là. OK. Puis le 15 qui était sur le bass drum, ben, il devient floor tom. OK. La ride est revenue en haut. Fait que là, OK, il passe comme Free Wheels, Subdivision, s'il faisait ça là, mais là, il faut que tu le fasses là. Ouais. Là, mais il faut que je revienne à comment il le faisait avant. Mais c'est OK, j'ai catché. Tu sais, j'ai comme, OK, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est juste comme de la compensation que je faisais. Parce que, tu sais, ces concertums, il y avait ces concertums sur le côté, mais le dernier concertum était pitché plus bas que son premier tom standard, là. Ouais, c'est quoi, c'est 2-12, mais tu sais... Oui, mais en fait, et c'est ça le trick que j'ai compris là-dedans, c'est qu'en réalité, le 12, il s'en sert pas. Sauf dans ses solos de drum ou dans Digital Man, à un moment donné, le 12, il est là, il est apparent. Mais sinon, dans ses fils de drum, ça reste comme la configuration du DW, comme on voit. La plupart de ses fils de drum, c'est 8-10. Après ça, il s'en va 12-13. Et s'il y a le 15 sur le tom, il bypass, il le fait même pas, il s'en va sur le 18. Donc, ça reste 8, 10, 12, 13, 18 floor tom. Ah, c'est pour ça qu'il en a enlevé, là.
Ben, parce que il n'y en avait pas de besoin d'une certaine façon. Ouais. Donc, si on pense son 15 qui fait ses exemples, ses feels de drum comme Tom Sawyer, bra, 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 ben, si le 15 est en bas, il fait juste bra, 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 bra. Il fait juste aller chercher le floor plus loin. Ouais. Donc, comme Buddy Rich, comme tout le monde fait, pratiquement avoir 2 floors. Mais c'est comme quand tu fais un feels de drum comme Red Barchetta, Ouais. ben, en regardant Neil, tu vois qu'il reste 2 times de plus sur le 8. Puis il descend. OK. Mais le old school, il part du 6. Hop, t'es rendu au 8, 10, Ouais. 12. 12. Puis là, c'est là, entre le 10 et le 12, c'est là le pitch fonctionne. C'est pour ça que le 12, il est high pitch. Ouais. Hey, mais Ah, t'as pu m'enlever ça. On peut-tu parler du tuning de ton drum? Ouais, c'est intéressant. Hey, mais dis-moi, juste avant qu'on commence le tuning, est-ce que tu as gardé des black dots sur tes concertums ou tu as tout mis les pots Oui, pareil? j'ai Black Dot, mais j'ai pris même ta suggestion. Merci beaucoup. C'est gentil. Parce qu'on a eu des discussions sur le son Power Window, comment le recréer. Neil avait un Tama prototype en maple, mais il y avait un pli de fiberglass à l'intérieur. Ouais. Donc, la projection, tu voyais qu'ils en cherchaient. Donc, ils ont développé probablement un projet custom d'aller en chercher plus pour avoir plus de power. Power Window, Power. Ouais. Power, exact. Neil, c'est pas juste le drum, c'est drum and pencil. Hein? Le crayon n'est pas long, il n'est pas loin. Fait que, puis, dans le fond, pour aller chercher un maximum de projection, puis les courants aussi musicaux et de gear, ils les ont tout le temps suivis. Donc, la pinstripe, je sais pas l'historique de la pinstripe, mais je pense que la pinstripe arrivait à la mode dans ce temps-là. Ouais, milieu des années 80, Corrigez-moi, mais je pense que c'est ça. Fait que, en même temps, il prend les courants musicaux, les courants de l'industrie, du gear, puis il s'adapte à ça, parce que tout le temps un work in progress. Parce que les Black Dots, fallait tout le temps les moffer. À l'époque, on aimait des sons secs qui rignaient pas 2 heures. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est arrivé sur la pinstripe, t'avais quasiment pas besoin de la moffer. Elle était juste correcte. Voilà, c'est ça. Puis en même temps, ben, il y avait plus de projections qu'avec son boulot. Tandis que moi, mon Tama Superstar, ben, il est en boulot. C'est plus l'époque Moving Picture. Okay. Donc, je l'avais essayé quand on a joué à Murray Night cet été pour faire un hommage au studio à Murray Night. D'ailleurs, M. Perry était là. C'était vraiment incroyable. Tu sais, tu joues devant M. Perry, c'est comme... Wow. OK. Donc, mais c'était vraiment très, 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 très bien reçu. C'était très le fun. Monsieur super sympathique. Fin de la parenthèse. Il t'a pas mis sur le quai flottant? Non. Donc, mon Superstar en boulot, donc il projette moins un peu. Fait que là, tu m'avais suggéré, ben pourquoi tu y vas pas avec les Remo, avec le Coated? Puis, je sais pas, ça m'a parlé, j'ai comme entendu, puis je me suis pas trompé, donc, puis tu t'es pas trompé non plus. Je l'avais essayé avec la Empereur, c'est ça que je voulais dire. Ouais, Empereur, puis je trouvais que ça m'a fait trop. Parce que moi, j'étais habitué à un open sound avec le Mapex, style DW. Fait que j'aime ça le woof, puis j'aime ça la projection. Fait que... mais ça c'est... Ouais, pas mauvais. Ben, tant mieux, parce que tu vois, regarde, moi, j'ai un ami, ma tante Serge, d'ailleurs, qui nous écoute, et il nous a envoyé un message tantôt. Finalement, le 4 n'est plus à vendre. OK. Lui, il a aussi le Superstar des mêmes années, puis lui, il l'a depuis ce temps-là, là, vraiment, il l'a gardé tout ce temps-là. Puis, on jasait de ça l'autre fois. Qu'est-ce que je mettrais sur mon drum? Fait que là, j'ai dit, ben, pourquoi tu ne réessayerais pas? Quand je t'ai connu, tu mettais des peaux ambassadeurs blanches. Ah, il dit, c'est vrai. J'en ai en plus. Fait qu'il a remis ça là-dessus. Des peaux coated. Puis, je suis allé le voir dans le temps des fêtes. On s'est fait une journée de drummer. Puis, on a trippé. Puis, wow, son Tama, il sonne avec les peaux coated. Mais toi, je savais qu'il y avait un petit edge que tu avais besoin de plus. Fait que, tu sais, le clear coated, c'est ça que ça prenait. C'est ça, puis d'aller vers un pli, tu sais, je le fais pas avec le Mapex parce que, bon, veux pas, salle à spectacle, je suis pas dans l'amphithéâtre, puis j'ai une bonne frappe, puis, tu sais, le micro de Snare, il est très bas là, quand je joue. Fait que, c'est rush, hein. Fait que Monsieur Neil, il est pas doux, c'est drums, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est important d'avoir la drive. Si j'ai pas la drive, ça fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs fois de baisser ma frappe et tout ça, puis j'ai rien qui lève. Fait que faut qu'il y ait du mordant, puis c'est important d'avoir un son qui donne du mordant. Fait que j'avais mis quand même... Puis il faut que je fasse une balance pour la salle à spectacle aussi, mais d'y aller avec de l'ambassadeur,
en salle à spectacle, ça projette. Je l'avais déjà essayé dans le temps au Cabaret du Capitole en 2010, puis le drum, ça sort, ça pète. Là, ça pète trop. Ouais. Fait que c'est une balance que j'ai faite, puis ça marche. Fait que, mais pour celui-là, faut que j'upgrade un peu. Là. Mais vous savez, Neil, il jouait à les baguettes à l'envers dans le temps. Et il jouait pas. Ouais. Il jouait pas comme ça. C'est là que je voulais en venir, justement. La frappe, as-tu fallu que tu ajustes ta frappe pour essayer d'imiter la sienne ou tu t'es pas avancé jusque là-dedans? Bah, je suis capable de le faire, de leur virer de bord. C'est très le fun. Non, mais je veux dire, la manière qu'il frappe, tu sais, parce que moi, j'entends ce drummer-là, puis tout de suite, les passes, puis on le reconnaît tout de suite, là, le gars. Là. Oui, le secret est dans le son. Si les gens trouvent que je ressemble au niveau du son, moi, c'est ça. Je veux que ça fonctionne, que les gens entendent Neil, parce que s'ils viennent... Je suis pas Neil, je serai jamais Neil, mais le but, c'est d'essayer de le reproduire le plus fidèlement possible. Puis c'est sûr et certain, moi, j'ai voulu le faire ça comme challenge. Avant de commencer à jouer Tom Sawyer, moi, j'ai appris ça. J'ai appris la grip traditionnelle, j'ai appris le mouvement rotatif, aller chercher de l'élan avant d'aller frapper, de pas choquer à l'impact et la coordination du corps. Tout ce que Freddie explique dans le Natural Motion, avant de jouer Tom Sawyer, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment fait le Work in Progress, le DVD, qui est VHS. Je suis vieux. Mais oui, VHS, j'ai posté mon drum, etc. Là, je ne l'ai pas proche. Là, je pourrais le prendre, montrer en image pour que les gens s'intéressent. Mais j'ai vraiment la photo de Neil, du cover de drum, etc. C'est Ralph Angelillo qui m'a donné ça en cadeau parce qu'il sait que j'ai capoté là-dessus. Je vais vous le montrer juste là, ce sera pas long. Et Ralph, ceux qui le connaissent pas, c'est lui qui organisait le festival de drum à Montréal à tous les années. Puis ça a déménagé à Québec à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Là, mais, parce que Ralph, il est natif de Québec, c'est sa ville. Ah, OK. Fait qu'il a voulu comme revenir aux sources, puis il a dit pourquoi pas partir refaire le Drum Fest, mais à Québec. Ouais. Ah, ben c'est cool ça. Puis c'est ça, dans le fond, Ralph, il écrivait drum, etc., hein, c'est ça? Ah, il est parti. Oui, c'est ça, à l'époque. C'était un peu la réplique de Modern Drummer, mais à l'échelle québécoise, avec des drummers de chez nous, là. Puis il y avait la musique, etc., quand on tournait la revue d'au bord. Fait que, tu sais, ça contribuait à aider vraiment l'industrie de la musique au Québec. Donc, autant pour les pianistes, claviéristes, guitaristes, peu importe. Fait qu'il y avait beaucoup d'articles pour les produits, puis la présentation des artistes, parce que bien souvent, il y en a qu'on connaissait pas, tu sais. Mais à un moment donné, ça, c'est vraiment la peinture originale. Regardez ça. Oh my God! C'est vraiment... excusez, c'est Ralph qui l'a fait? C'est son fils. Son fils? Oui, c'est signé Jim Angelillo. Wow! Ouais. C'est vraiment ça qui a servi au cover du magazine. Et moi, j'étais à Montréal. Je faisais des arts martiaux à Montréal. Je suis parti tout seul à un moment donné dans une école de wushu, qu'on appelle. Puis, pour différentes raisons, que ce soit des raisons de santé, tout ça. Puis, là, à un moment donné, la musique a commencé. Je me cherchais un peu dans la vie, là. Puis, comme tout bon jeune adulte de 20, 21. Puis, à un moment donné, Drum, etc. est arrivé dans un kiosque, je pense au bord du métro. J'ai vu Neil Peart dessus. Fait que, tu sais, wow, écoute, j'ai lu ça. Puis, tout de suite, là, j'étais comme tout énervé. Il est allé voir un gourou du drum. Moi, je voyais, tu sais, comme Karate Kid, Yoda. Puis, transformation totale. Puis là, il disait, tu sais, dans le fond, en anglais, je vais le traduire en français, mais il disait, si, dans le fond, tu sais, le rock et le swing sont intimement liés ensemble. Et ça, il y en a qui vont dire non par rapport, puis je l'ai déjà entendu, mais moi, je vais dire le contraire, dans le sens que historique du drum, si on connecte les deux ensemble, pour avoir joué d'un hommage à Shinedown, juste avec pou-pa, 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 un beat vraiment à la Motley Crue, genre. Mais si tu rajoutes pou-tuka-pou, 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 c'est le même beat, mais ça change complètement la dynamique. Là, t'es rendu Maiden. Mais là, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, même si c'est du backbeat, c'est tout c'est pas loin du jazz, d'une certaine façon, même si ça s'entend plus. C'est comme en background. Donc, ça groove plus et d'avoir une bonne formation en triplet feel, ça aide vraiment beaucoup à ce qui est groove. Mais les drummers, Pat, excuse-moi de couper, mais les drummers avec qui on a été élevés,
Ouais. Ma génération, que ce soit les plus vieux, Mitch Mitchell, que ce soit Bonham, il y avait un swing. Ben oui, c'est Ian ça. Pace avait un swing. Peter Criss avait un Chris de swing aussi. Puis Parce c'est que ça tu qui est prends, dur à ouais. être capable de canner, parce que nous autres, on était élevés avec AC/DC, où c'était justement, comme tu dis, tong, 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 métronomique. C'est ça, parce qu'il y a une notion, que je pourrais parler de ça longtemps, mais il reste une notion, comme je te dis, il y a un courant musical qui s'est séparé à un moment donné. Imagine un big band comme Buddy Rich transporter ça à tous les soirs de ville en ville. Ça coûte extrêmement cher. Ouais. Donc, les courants musicaux ont évolué aussi, ce qui fait que nécessairement, ça demandait plus ding, 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 à moins de faire du shuffle, on s'entend, mais il reste que c'était comme plus facile d'accès de jouer du rock à la Ringo Starr, puis je sais pas, des Purple, je veux pas m'avancer trop, mais on se comprend, que d'aller faire du swing. Et quand on écoute Bonham, ben, c'est proche d'Elvin Jones, là. T'sais, fait qu'il il écoutait du Elvin Jones, c'est pas mal son idole. Neil écoutait du Buddy Rich, il était de James Krupa, il écoutait du The Who. Tony Williams était là avec Miles Davis. C'était tous des batteurs de swing. Ouais. Et à un moment donné, ça s'est perdu dans le temps. Puis c'est comme une balance. À un moment donné, les gens se plafonnent, les gens ont besoin de se ressourcer. Ben, on va voir dans le passé, dans ce temps-là, puis le swing revient à la mode. Penses-tu, Pat, qu'il y a un lien entre l'amplification puis la façon que les drummers ont évolué, mettons, dans les années 70? Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on pogne une époque où, là, il commence à avoir des gros stacks Marshall, il commence à avoir des gros Ampeg sur le stage, il commence à avoir des pillés pour le vocal, puis tout ça. Fait que le drummer, il s'entend plus jouer, fait que là, il commence à jouer plus fort, puis il est obligé de simplifier parce qu'il sait que l'autre, à l'autre bout, il entend pas qu'est-ce que tu fais, les nuances, là. Ben, c'est sûr que c'est la magie d'aujourd'hui d'avoir les in-ear, là. Parce que c'est sûr que dans un stage, il faut quand même que tu balances là, à la sortie, là, parce que les gens qui t'écoutent, même si tu pioches fort, tu vas passer par-dessus le band. Mais il reste que ta frappe, tu peux te laisser aller beaucoup plus avec un in-ear, selon moi. Ouais. Mais il reste que c'est sûr, certains, pour l'avoir fait dans un local, dans un studio ou en pratiquant en band, mais c'est un cercle vicieux parce que là, l'adrénaline embarque, le feel de la musique. Là, ça te laisse transporter. Fait que là, je vais me craquer. Mais il faut pas oublier que le drum, il rentre dans le micro de vocal. Fait que ça fait un joyeux truc à gérer. C'est pas facile, c'est sûr. J'ai une question pour toi, Pat. Une question vraiment technique. Parce que tu es un drum gourou, veux pas, pour nous autres ici au Québec. Ah oui, OK. où tu regardes pendant que tu drummes? Parce que, tu sais, moi, j'enseigne la conduite, puis où tu regardes, c'est important. Mais si tu veux commander ton cerveau, voilà, est-ce que tu regardes globalement ou est-ce que tu vas vraiment aller chercher les éléments que tu veux jouer avec ta vision d'abord? Oh, ben c'est une très bonne question. C'est sûr et certain que moi, je suis tu me dis gourou. Je sais pas si je suis un gourou, mais je peux être un guide. J'aime mieux dire guide. Puis, tu sais, j'ai pas la vérité. Mais par contre, je dis des fois qu'il y a des lacunes en motricité dans la batterie. Ouais. Donc, ce qui fait que comme, encore une fois, c'est comme Neil, ce que j'aimais de lui, c'est que tout son stock était placé tout le temps à la même place. Fait que tout est programmé. C'est là que ça va. C'est là que ça va. C'est ce qui fait que quand tu veux performer, c'est différent de juste jouer pour avoir du fun chez eux dans son sol. Puis c'est correct. Les deux sont bons. Ça dépend du choix qu'on choisit. Mais c'était pas important de penser comme une Formule 1. Pour arriver, ben, si tu as une chart puis il faut que tu allies pendant que tu es le soir, ben, il faut pas que ton drum, l'ergonomie te nuit dans ton exécution. Et voyez-vous le mouvement que je fais dans l'exécution? Ben, si c'est pas bien placé dans le natural expression, ben, à ce moment-là, c'est là que souvent, ça peut nous nuire. On se nuit nous-mêmes. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement comment je dirais, on dit que la ligne la plus courte, c'est la ligne droite, mais dans le cadre du drumming, ça peut être une courbe aussi. Ben, c'est exact. Je comprends l'idée de la pensée qui est reliée à ça. C'est pas d'aller dans le passé puis de dire, comment je pourrais dire ça, il y avait juste eux qui avaient raison. Par contre, ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Pour moi, on va prendre Buddy Rich. C'est la personne, pour moi, c'est le Maurice Richard du drum. Oui. Pour moi, il n'y en a pas de plus fluide que ça.
Alors, il faut vraiment... Pourquoi j'ai étudié ces techniques-là, puis tout ça, puis même Neil, puis même Steve Smith, parce que je ne veux pas parler juste de Neil, mais parce qu'il y en a plein, mais Ouais, Steve Smith quand, aussi, quand Steve Smith est allé à Berkeley, là, regardez son vidéo avec ses grosses lunettes carrées de même. Ouais, Là. ouais. Il avait l'air d'un robot, là, puis c'est comme s'il faisait des 0 et des 1, là. One Ouais. and two, c'était très carré, là. Mais même dans sa gestuelle, tu sais, Ouais. c'est très comme ça. Puis c'est drôle parce que s'il n'y avait pas eu cette vidéo-là, j'aurais pas compris, parce qu'il n'y avait pas de bon professeur dans mon coin, la notion de ghost note. C'est grâce à ça que j'ai catché qu'entre les notes qu'on jouait, il y a d'autres notes qui donnent le flow puis le feel à tout ça. Exact. Puis, ben, c'est ça, c'est que là, on tombe dans le flow puis dans le feel, mais là, je vais prendre une citation de Vinnie Colaiuta qui dit « Thinking is the enemy of the flow ». Ouais, exact. C'est dans le fond, comment je peux l'expliquer par rapport à ça, ça rejoint un peu, tu sais, si on écoute Mahavishnu Orchestra avec Bill Cobham, puis on regarde Tony Williams ou Buddy Rich, ben, c'est deux batteurs qui sont complètement à l'opposé dans leur manière de faire les choses. C'est pas que c'est pas bon, puis c'est pas qu'il y a pas des bons drummers, puis c'est pas de la bonne musique. C'est juste une approche différente. Ouais. Donc il y a beaucoup de, comme Vinny disait, le thinking is enemy of the flow, c'est que l'être humain, on est comme ça, il y a beaucoup de dualité. La dualité entre l'action, la réaction. La dualité entre le thinking et le ressenti. Ouais. Le thinking entre le comment je le fais versus quoi je fais. Ouais. Fait que là, si on se met un peu à éclairer tout ça, puis dire, ouais, mais le but, c'est de créer l'harmonie, créer un avec le drum, créer un avec la partition que j'ai à jouer versus le son, la technique. Parce que la technique, c'est quoi? Pour moi, c'est un outil d'expression. Ça, c'est Dom Famularo qui dit ça, puis je suis... Ben oui. Wow, chapeau! C'est un coffre à outils, là. C'est un coffre à outils d'expression. Alors, si du moment où tu es derrière le drum, selon moi, puis tu es toujours en train de réfléchir à ce que tu es en train de faire puis comment que tu le fais, ben, tu n'es pas dans le flow, tu es dans le thinking. Exact. Donc, thinking veut dire pour moi travailler. Travailler du drum ou jouer du drum. Ouais. Voyez-vous, c'est pas qu'on ne doit pas passer par la technique, mais l'idée, c'est d'arriver à l'oublier pour favoriser l'expression naturelle. Et Jojo Mayer a sorti 2 super DVD incroyables de techniques de drum, tout ça. Écoute, je défie tout le monde de passer à travers ça. Il y a de la job là-dedans pour des années. C'est de l'inspiration. Moi, je prends les principes de base à ça, puis je guide à ce que ça prenne moins de temps pour identifier ces concepts-là. Parce que moi, ça fait 20 ans, j'ai toujours réfléchi. Tu les as digérés déjà d'avance, là. Hey man, j'en ai passé du temps. J'ai même connu une blessure parce que je faisais pas les choses correctement. Puis je croyais que moi, c'était fini. Je ne jouerais plus jamais de drum. Mais ça part d'un accident d'art martial. Ouais. Puis je foulais le pouce, le calcaire a pogné là-dedans. Puis là, je travaillais mal avec les grips, les balanciers, tout ça. Ouais. Il y avait énormément de tension. Puis jusqu'au jour, à un moment donné, j'ai remercie, dans le fond, ma conjointe d'aujourd'hui qui me dit, ben, si t'as mal pendant que tu joues puis il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est parce que c'est juste mal programmé. Ouais. Et là, j'ai tout revu au grand complet. Et dans le fond, c'est là où j'ai compris le système de crochet qui est en arrière. Ouais. Puis là, il y en a plus de tension. Tu comprends? C'est ça. Ben oui. Il faut que ça balance, mais c'est ça. Donc, le thinking of enemy of the flow, il est là. Et là, j'ai de la bien intellectuelle, puis ça a l'air bien compliqué, mais... Non, mais il faut que ça sorte naturellement. C'est ça, la patente. Il faut que je sois capable de l'enseigner à un enfant, ça. Puis il y a des jeunes de 14 ans, comme des messieurs de 55, puis je leur explique comment ça fonctionne, de travailler avec la gravité. Ouais. Puis tu peux le faire de façon avec ça, puis de façon... Nous, on l'apprenait comme ça, là, tu sais, à l'école, là. Ouais, c'est ça. Fred Gruber, il dit, garde, faut que la baguette soit molle, puis tout ça, mais en jasant avec toi, à un moment donné, on en jasait, puis je me suis rendu compte, tabarnouche, les drummers que j'aime, le pivot est sur le deuxième, il n'est pas sur le premier doigt. Exact. Fait que là, on voit qu'il y a plus d'espace pour que la baguette se promène, puis
Là, tu dis, ben oui, mais c'est drôle parce qu'il y a une main que je le fais, mais l'autre, je le fais pas. Puis là, je me rends compte que quand je fais un roulement, mes mains sont pas égales. Puis là, c'était un peu en jasant avec toi que j'ai trouvé c'était quoi le bobo, c'est la grip. Exact, mais c'est ça. Mais tu sais, juste, j'ai réfléchi sur le mot grip. Alors, pourquoi? Parce que dans le fond, on grip parce qu'on veut avoir le contrôle. Ouais. Mais si on veut aller dans le flow, il faut être capable de se laisser aller puis un peu toucher un peu à l'abandon. C'est du flow, c'est du naturel. C'est qu'il faut pas être contrôlant. Ben, il faut pas qu'il y ait de contrôle de certaines façons. Tu sais. Un enfant qui va dribbler avec un ballon puis s'amuser, il fait juste jouer. Ouais. Mais c'est sûr que si tu parles de, je sais pas moi, un professionnel du basketball, ben, il faut qu'il retrouve cette même spontanéité-là dans la technique d'une certaine façon. C'est pour que ça soit naturel, que ça soit dans le flow. Alors, si on met du contrôle qui est beaucoup plus ici, ben, c'est parce qu'il y a juste quelque chose qu'on maîtrise pas encore. C'est tout. Exact. Dès du moment qu'on s'arrête, comme moi j'étais jeune, ben pas j'étais jeune, excusez, mais quand j'ai commencé, parce que aujourd'hui je suis un vieux, mais quand j'ai commencé dans le fond, moi j'ai commencé plus sur le tard, à vraiment pratiquer du drum plus vraiment technique, on veut dire. Puis là, ben tu sais, c'est comme, OK, faut que tu travailles ton mouvement rotatif, mais quand tu arrives sur le rim shot, il faut pas que ça choke, il faut que tu trouves le rebond sur le rim shot. C'est comme à un moment donné, c'est comme, tu sais, où on est beaucoup dans la recherche de résultats rapides, mais tu prends à la base un coach ou un prof de violon, ben c'est quoi qu'il va y apprendre? Il va-tu y apprendre tout de suite à monter une chanson, une tune, ou on va apprendre à faire sonner l'instrument? Sonner les cordes, toute l'équipe. C'est ça. Steve Smith a déjà fait ça, cet exercice-là, comme démonstration. Paf, tu voyais le rebound sur le snare, puis... Mais c'est des heures de programmation musculaire pour arriver à ça. Exact. Mais par contre, ça enlève tous les mécanismes d'obstruction et de chocage et de blocage dans le mouvement rotatif. Parce que la fluidité, elle est là dans le rotatif. Ah oui, absolument. Mais tu sais, quand on regarde ça aussi, ça dépend du drummer aussi, parce que moi, j'ai étudié plus comme Alex Van Halen parce qu'il y a un son particulier. Puis même si tu mets Alex Van Halen sur mon kit de drum ici en arrière, il va sonner comme Alex Van Halen. Puis je me suis posé la question, j'ai dit, tu sais, je sais pas si tu as vu Rick Beato, il y a une vidéo où il montre comment faire le son Alex Van Halen. Puis il y a le son de tech qui est là, puis là, ils mettent du tape sur le drum, puis tout. Puis j'ai dit, mais non, c'est pas ça qu'il fait, Alex. Alex, il choke la baguette. Il la frappe, le rime, puis il la maintient là pendant une fraction de seconde. Vois-tu? Il frappe, c'est ça le son à Alex Van Halen. Vous frappez le rime en même temps que le milieu. Vous frappez pas dans le milieu, deuxièmement. Puis quand vous frappez, vous gardez la baguette dans la peau. Comme il y a beaucoup de drummers qui font pour le bass drum, des fois, ils gardent le beater dedans. Ça donne un son spécial. Mais Alex Van Halen, c'est ça qu'il fait. Fait que cherchez pas à mettre des tapes sur vos affaires. Vous sonnerez jamais comme Alex Van Halen. Mais allez-y avec votre rimshot, puis trouvez les textures. Parce que le drum, hein, tu sais, ça a 13, 14 pouces, des fois plus. Il n'y a pas juste cette petite parcelle-là qui peut être utilisée sur le drum. Il faut aller chercher les textures. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais des vieux jazzmen. Ben, tu remarqueras, ils frappent pas tout le temps à la même place. Hein? Des fois, ils vont chercher un rythme, mettons, latin. Ils vont frapper plus le bord un peu pour plus de ring. Tu sais, ils jouent avec les textures. Ils jouent de façon musicale. Ça, c'est parfait, tu sais. Moi, je suis très dogmatique, tu sais. Je suis très Freddie Gruber, tout ça. Ben, pourquoi? Il y a des raisons à ça. Puis... Aujourd'hui, j'essaie de montrer une image beaucoup plus large que ça, tu sais. C'est-à-dire que à quelque part, c'est l'oreille au niveau du son. Les techniques, pour moi, c'est pas de la connaissance, c'est plus des principes. Donc, dès le moment qu'on saisit les principes, on est capable de l'appliquer à toute chose. Un gars de métal, s'il travaille pas avec la gravité, avec le poids des baguettes, avec le perfectionnement du mouvement, parce qu'il y en a qui vont dire, OK, il faut que je développe les doigts, mais ils n'ont aucune notion de et où la grip, comme je parlais tantôt. Moi, dans mon langage, il n'y en a pas de grip. Il y a un lâcher prise. Parce que ça, c'est une prise. Ça, il n'y a pas de prise. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais aussi, justement, de ça, le pivot, puis tout. Mais, tu sais, tu as différentes places sur ta baguette que tu peux l'utiliser. Tu sais, on parlait de Neil Peart qui virait sa baguette à l'envers. Ouais, mais si tu en prends plus dans le bac, tu as le même leverage, puis tu as bien plus de force, mais si tu viens la chercher plus proche, là, elle est bien plus douce, tu sais. Fait que ta balance, elle peut changer. Elle peut changer. Besoin, tu sais.
et selon la force de frappe. C'est ça qu'on utilise. Parce exact. que quand je disais qu'il y avait une bataille tantôt, c'est que peu importe ce qu'on la prend, c'est ce que j'aime des Vickford, c'est qu'il y a un drapeau et très peu le sachent. Oui, c'est vrai, ça. Il y a un drapeau et quand il est fort en usine, c'est que il est là le point of balance. Il est là le balancier. Exact. C'est juste que les gens, ils prennent anormal avec l'index et le pouce. Mais ça reste une prise. Donc, il y a beaucoup plus de tension dans notre main. Et c'est pas de dire ce qui est bon ou pas bon. Là, si je vais aller au choix de la personne, mais je veux faire juste un éveil sonore. Et je vais vous le faire entendre, la différence. Et c'est votre oreille, je veux, qui décide. C'est pas de dire... il faut que j'adepte au gourou, pas de gens, parce qu'il dit ça, c'est juste ça que c'est bon. Je veux juste pas être mal compris que si tu as envie de jouer du Jeff Porcaro puis de l'étouffer dans la peau de snare, parce que, comme Alex Van Halen, it's your choice. Pour moi, il y a des risques de blessure pour avoir été quelqu'un qui a mis sa carrière de côté ou mis son playing de drum de côté. À cause de ça, parce que je ne comprenais pas assez bien les rôles de la physique de drum. Exact. Parce qu'on joue avec des poids puis de la gravité. Quand on sait comment ça marche, c'est plus facile. Maintenant, si tu veux sonner comme ça, ou si tu veux sonner comme ça, it's your choice. Ben ouais. Puis il y a des tunes que tu as besoin d'un, puis il y a des tunes que tu as besoin de l'autre, puis des fois un passage comme ça, puis un autre passage comme ça. Tu sais, la musique, ça a été écrit avec des nuances là-dedans, puis c'est pas tout est pareil du début à la fin. Fait que c'est ça qui est extraordinaire avec ce que tu coaches avec tes élèves. Exactement. Ben non, c'est ça. On veut pas des samples. Si moi, je démontre de l'ouverture à dire, si vous voulez jouer comme ça, ben, c'est votre oreille qui décide. Mais est-ce qu'il y en a qui vont aller être assez ouverts pour aller l'essayer? Qu'est-ce qui se passe en open sound? C'est quoi les effets que ça crée en soi? Parce que le drum n'est pas outside, le drum est en soi. Qu'est-ce que ça crée au niveau de l'oreille pour faire une connexion beaucoup plus interne avec la batterie? Exact. C'est là où je peux emmener ce genre de playing-là comme ça. Puis ça fait tu sais, en même temps, ça fait comme le lien entre ton apprentissage des arts martiaux. Ben oui. Puis avec Gruber, puis tout ça, dans le fond, quand tu mets tout ça ensemble, tu dis, ben le gars, tu sais, il joue, il n'y a pas de tension dans lui. Il est relax, il donne, tu sais, il est capable de donner son maximum parce que si tu es crispé ou, tu sais, il y a toutes sortes de raisons qui fait qu'on ne donne pas notre maximum tout le temps, mais tu sais, tu donnes un chemin pour dire, hey, regarde, si vous allez par là, essayez ça, puis je suis pas mal sûr que vous allez aimer ça. Oui, parce que c'est un work in progress. Et quand j'ai vu, à partir de ceci, là, excusez la caméra, ben voilà. À partir de cela, quand je suis allé lire ça, tout de suite, je suis parti jeter musique. J'ai dit, oh wow, tu sais, c'est mon idole qui va, je vais le voir jouer. C'est un DVD ou un VHS à l'époque, un éducationnel. Hein? Là, je vais me faire enseigner des affaires. Hey, moi, ça m'intéresse. Moi, j'avais pas d'attente. J'avais pas d'attente de voir, hey, Neil, ils vont jouer la Villa Stradiato, puis Tom Sawyer, puis tout. Pas en tout. J'aimais beaucoup la philosophie, c'est certain. Il y a une certaine ouverture à réfléchir, des trucs comme ça. Puis Neil a toujours été une personne qui m'a fait réfléchir, autant au niveau de ses textes. Puis je savais un peu qu'il était un peu comme ça. Et là, je le vois tout simple, tout humble, qui nous montre des choses. C'est vraiment pas de prétention, mais pas en tout. Puis je l'ai vu jouer des arts martiaux sur le drum. Et je fais comme, oh, blow my mind. J'ai trouvé mon prof. C'est comme ça que je veux jouer. C'est comme ça que je veux jouer. Puis on l'appelait pas de professeur pour rien. Exact. Fait que là, il y avait une raison vraiment d'enseigner le drum comme jamais il l'avait enseigné dans l'époque. Mais quand on voit une tune comme Time in Motion, tu dis cool. C'est la même affaire que Chemistry dans Signals. C'est le même genre de playing. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste la façon de jouer et la façon d'aborder le son qui est plus old school. Donc, c'est vraiment ça. Mon approche a été très liée à ça. Puis aujourd'hui, j'essaie de le diversifier. Que ce soit dans le métal, je monte à des batteurs métal, d'arrêter de choquer à l'impact pour éviter les blessures. Puis en même temps, vous allez avoir plus de projection pour le son. Le jazzman, trouvez vraiment l'essence de venir faire un voyage dans le passé pour apprendre votre jazz pur, dans la posture, dans le maintien. Tu sais, Steve Smith a fait du jazz à 40 BPM avec Freddie. Là. Il fallait que let's put all together. On est dans Rocky 3, là. Tu sais, il dit, il met de la musique, puis tu dois savoir danser avant de boxer. Exact. C'est une autre approche.
Bonne semaine. Désolé. Ouais, merci de m'arrêter parce que moi, je peux faire un podcast sur l'heure. Non, mais tu peux revenir parce que moi, j'avais un ouais, paquet ouais. de questions encore. Puis, Si vous aimez ça, la jasette, moi, ben oui. je suis un verbomoteur. Fait C'est que- correct. c'est correct. N'importe quand, tu vas être le bienvenu. Ben oui. Tu me fais signe, puis on va trouver une date qui t'accommode. J'ai- Fait que là, venez voir le 1985 Power Tour Marion Rush là, le 14 mars pour les gens de Montréal au Théâtre Beanfield, le 6 mars à Québec. Puis on est à Trois-Rivières le 12. Par contre, c'est juste trilogie toute seule le 12 février. Mais pour les deux shows, vraiment, à la Marion Rush, ça va être vraiment 2 soirs incroyables. Hey, ça va être cool. Peut-être un jour, vous allez faire une tournée avec Saga. Ah, et Rush ont tourné avec Saga. Ah, il y a Triangle Saga aussi. Rush? Saga Rush? Oui, Saga. Attends, je vais aller chercher mon snare. Ouais, il n'a pas marché, mon padapti. Je pose dessus, puis il ne marche pas. Ben, merci beaucoup, Pat. Merci Puis, encore, Pat. C'est ça. La semaine prochaine, c'est Michel Bélanger. Ça, c'est un gros morceau aussi. là. Ça va être cool. On Fait que- a des grosses pointures cette année. On est bien Yeah. chanceux. Ben, c'est vraiment Les nice. gens viennent nous parler de leur passion, puis tout. Là, puis, on est toujours ouvert au volume 2. Oui. Puis Excellent. Ben, tu sais, c'est ça qui m'a intéressé de venir dans un podcast à cause que c'était des batteurs, puis on peut parler juste de drum, entre guillemets, là, tu sais, pas compter ma vie sentimentale et tout, là, tu sais, c'est comme, c'est juste, c'est ça ma passion, donc c'est vraiment, je pense, un public aussi pour ça, fait que c'est vraiment Ouais. cool. Parfait. Good Tous job, les good job. chums drummers envoyaient des messages, là, ils Ouais, trippent au ben fond. Fait que, Good job, good job. good job à toi Fait aussi, que- mon Pat. C'est ça. On se quitte et à la semaine prochaine. Fait que 14 février à Montréal, on Yes. s'attend là. All Yes, right. sir! Salut, Oh, bye faut le bye. pas plus tard. Bye. Celle-là.